Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Fermeture de la mine de Kawa et chômage partiel en cours. Une décision prise après les multiples incendies criminels de la Serpentine et le blocage du site depuis une semaine. La SLN estime ne plus pouvoir assurer la sécurité. Depuis une semaine, le site est bloqué par des habitants de Kawa. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit qui perdure? Nous aurons le porte-parole des barragistes en direct dans ce JT. Ce soir, notre dossier sera consacré au bilan politique partagé de l'accord de Nouméa, un document rédigé par le groupe de dialogue sur le chemin de l'avenir. De quoi s'agit-il exactement? Réponse dans ce journal. Suite de notre feuilleton sur les activités proposées pour nos enfants pendant les vacances scolaires. Ce soir, la danse est à l'honneur. Le communiqué est tombé cet après-midi. La SLN ferme sa mine de Kawa et suspend tous les contrats de prestations en cours. Elle estime ne plus pouvoir assurer la sécurité de son personnel, de ses installations, ni de ses prestataires après le 10e incendie criminel de la Serpentine et le blocage de la mine depuis une semaine par des habitants de la tribu. Selon le communiqué de la SLN, un maximum de ses salariés de Kawa seront déployés sur ces autres sites. Des mesures de chômage partiel vont être demandées pour le personnel qui n'est pas possible de réaffecter. Quant aux prestataires, tous leurs contrats en cours sont suspendus. Des mesures qui concernent 400 salariés et prestataires. Toujours selon le communiqué, la SLN est ouverte à la discussion et une reprise d'activité ne sera envisagée que si toutes les conditions de sécurité sont réunies. Nous avons en direct par téléphone le porte-parole des barragistes sur place, Orlando Niemoiri. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous bloquez depuis une semaine le site. Quelles sont clairement vos revendications? Nos revendications sont les 3 mines qui sont comment les 3 mines sont les qui sont ouverts, que nous on n'est pas au courant, nous les jeunes de Kawipa. C'est-à-dire il y a de nouvelles exploitations? Oui, il y a des nouvelles exploitations qui sont ouvertes. Et puis, nous, on est là pour les 3 exploitations qui viennent d'ouvrir, là. On bloque parce qu'on est contre ces ouvertures de mines. On ne bloque pas la mine de mer, nous. On bloque les 3 mines qui vont être exploitées par la SLN. Et qu'est-ce qui vous dérange exactement par rapport à ces nouvelles exploitations? Comment? Je n'entends pas bien. Qu'est-ce qui vous dérange exactement dans ces nouvelles exploitations? Ben, ce sont les arbres, un endroit sacré, et puis comment, là où les roussettes, il y a une roussette juste à côté. D'accord, donc ce que j'essaie de, pour bien comprendre, ce que vous demandez, c'est l'arrêt d'une nouvelle exploitation qui se situe pas très loin de vos tribus, et car il y a des arbres qui sont coupés, c'est ça? Oui, il y a des arbres qui sont coupés, et puis les mines qui veulent ouvrir, c'est juste en haut de nos tribus. Oui. Et la pollution, il sort juste dans les tribus, quoi. D'accord. Alors tout à l'heure, par téléphone, vous vous êtes présenté en tant que porte-parole des jeunes de Kawipa. Il s'agit en fait d'un conflit entre jeunes coutumiers et la SLN? Oui. Oui, parce qu'on nous demande à parler à la SLN et les coutumiers ensemble, ici, là où il y a la grève. Oui. Mais voilà, la SLN est venue nous parler, mais les coutumiers, non, ils ne veulent pas venir nous parler ici, sur place. D'accord, mais il y a quand même eu un protocole d'accord entre les coutumiers et la SLN? Oui, il y avait un protocole d'accord, mais je crois que ce n'est pas tous les coutumiers qui ont signé l'accord. Donc ce que vous reprochez clairement, c'est de ne pas faire partie des discussions? Oui, on est mis à l'écart des discussions qui sont passées avec nos coutumiers et la SLN. D'accord. Alors ma dernière question maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a possibilité de discussion ou tout est fermé? Nous, depuis lundi, on est ouvert à toutes les discussions, mais voilà, quoi, on attend toujours les coutumiers et ils veulent qu'on aille discuter ailleurs qu'ici, au piquet de grève. Est-ce qu'on peut s'attendre à un durcissement du mouvement? Oui, il faut s'attendre à ça parce que mes jeunes, je commence à plus les maîtriser. Et puis, je voudrais appuyer sur ce que vous avez dit tout à l'heure.
Ils ont dit qu'on boulait le tapis et tout ça. Nous, les jeunes à nous, ils boulent pas le tapis. Il n'y a pas de casse qu'on fait ici. On ne sait pas c'est qui les jeunes qui boulent le tapis. Donc vous êtes indépendant de tous les incidents qu'il y a eu sur la mine depuis un certain temps. Vous n'êtes pas responsable, vous nous dites? Oui. D'accord. On n'est pas responsable à tous ces accidents qui se sont passés sur le tapis et ce qui se passe après, quoi. Orlando Nimori, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Social, toujours avec cette grogne des petites structures hôtelières de Poindimié, un mouvement qui a débuté ce week-end devant l'hôtel de Tieti à Poindimié. Elles remettent en cause les tarifs pratiqués par les grands hôtels de Nouvelle-Calédonie, jugés déloyales et dangereuses. Nos journalistes sont allés à la rencontre de Cathy et son mari, propriétaire d'un gîte à Poindimié et à l'origine du mouvement. Ils expliquent leurs craintes. Reportage d'Océane Zopler et d'Océane Dakuna. Voilà, là, on est dans la case qui accueille 3 à 10 personnes. Les gens payent au nombre de personnes. Là. Ils n'ont pas besoin de louer, de payer pour 10, ils sont que 3. Quoi. Comme chaque matin, Cathy, propriétaire du gîte, aère ce bungalow à 10 800 francs la nuit en base de 2 personnes. Mais ce matin encore, il n'y a pas de clients. Depuis 2 ans, elle remarque avec son mari une baisse de la fréquentation due, selon eux, au bas prix de l'hôtel Tieti au village de Poindimié. Ce 3 étoiles propose en ce moment des prix imbattables entre 6 000 et 10 000 francs la nuit. Le client que moi j'ai eu au téléphone m'a dit, vous comprenez, on a moins cher en étant à l'hôtel. Donc on peut les comprendre. Enfin, en tout cas, nous on les comprend. On a à un moment donné le Relais d'Ina qui est en bas, donc qui est un camping, et qui fait de l'hébergement aussi, à un coût moindre que le nôtre, parce que les prestations aussi sont différentes, avait des problèmes, donc il a fermé son gîte et envoyé les clients chez nous. Et en fait, les clients, ils n'étaient pas sur le même budget en fait, que nos tarifs à nous. Et pour certains, on leur a dit, écoutez, vous savez quoi, vous pouvez aller à l'hôtel Tieti, ils sont moins chers que nous. Et là, ils nous ont dit, non mais, bon, ok, on y va, mais si jamais ils sont plus chers ou le même prix que vous, on revient. Il n'y en a aucun qui est jamais revenu. On a été obligé de mettre nos 2 salariés au chômage parce qu'on ne pouvait pas assurer les salaires qu'on a dû quand même assurer puisqu'on en sera remboursé après. Et là, à partir de d'ici quelques jours, on arrive à 0 réservation jusqu'à la fin de l'année. Donc là, on quitte la partie ancienne du gîte et on va déjà arriver à la cuisine. C'est la chose qu'on a faite ensuite, c'est faire une grande cuisine commune tout équipée. Avant d'en arriver là, ce gîte a été rénové et de nouveaux bungalows ont pu être construits grâce à des fonds de garantie d'aires coutumières et des subventions de la province Nord. Maintenant, avec ces problèmes de fréquentation, ils espèrent être aidés au même titre que les hôtels. Voilà, donc là, on est dans la partie neuve, on va dire. Donc on a fait un grand bungalow dortoir de 10 lits. Il y a 4 bungalows, 2 de capacité 4 personnes et 2 capacités de 6 personnes. Le problème à l'heure d'aujourd'hui, par contre, c'est que autant on peut avoir des aides au niveau investissement immobilier, autant quand on a des problèmes de trésorerie, là on n'a plus d'aide. Donc nous étant artisans en terre tribale, on n'a droit ni au crédit bancaire, ni aux autorisations de découvert, ni aux avances de trésorerie. Et dernièrement, j'ai demandé à la DDE s'il n'y avait pas un système quand même pour qu'on puisse avoir une aide sous forme de prêt pour faire face à nos difficultés. Et il n'y en a pas. Et à l'inverse, par contre, les hôtels, dès qu'ils ont des grosses dépenses ou des trous dans leur trésorerie, il y a de l'argent qui arrive via différents les décès, mais enfin je sais pas, moi je connais pas trop leur truc. Mais en tout cas, il y a de l'argent qui arrive. Et ça, nous, on n'y a pas droit. Cathy ne compte pas s'arrêter là et manifestera encore jeudi devant l'hôtel du Tieti. Les grands hôtels de Nouvelle-Calédonie se défendent. Écoutez Laurent Châtenay, directeur général des grands hôtels de Nouvelle-Calédonie, au micro de Prosper Poigou. Écoutez, on nous fait tout un tas de reproches qui ne sont pas forcément justifiés, mais je crois qu'en fait, c'est la résultante d'une situation économique qui est compliquée depuis environ 2 ans. D'ailleurs, la personne qui est interviewée le dit dans son reportage. Depuis 2 ans, les structures hôtelières de la province Nord ont des difficultés, et c'est notre cas aussi. Alors, on nous reproche en fait de faire des prix qui sont compétitifs. Alors qu'il faut savoir qu'on a recours à cette technique qui s'appelle le revenu management, qui est une
une technique qui est très ancienne. Ça fait plus de 35 ans que l'industrie mondiale hôtelière l'utilise. C'est une technique qui est utilisée par les compagnies aériennes. Et ça consiste en fait à ajuster les prix en fonction de la variation de la courbe de réservation. C'est-à-dire que dans les périodes de haute saison, eh bien, on pratique des tarifs forts. C'est le cas pendant les vacances ou pendant les week-ends. Et dans les périodes de basse saison, on rabaisse nos prix pour essayer d'être plus compétitif et d'attirer des clients. Alors, que propose un gîte? Chacun est libre d'établir le prix qu'il le souhaite. Nos prix, nous, ils sont fixés, on ne vend pas à perte. Ils sont fixés en fonction de nos coûts de revient, ils sont fixés en fonction de nos charges, mais ils sont fixés aussi en fonction de la concurrence, évidemment, et de la demande. Comme je vous le dis, c'est quand il y a des clients, plus il y a de clients, eh bien, plus on remonte nos prix progressivement, et moins on a de demande, eh bien, plus on essaye de les attirer. Donc, c'est une technique, encore une fois, qui est utilisée partout. Elle est aussi utilisée par d'autres hôtels en Nouvelle-Calédonie. C'est une résultante de la demande, des coûts de production, des objectifs commerciaux, des objectifs de marge, etc. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a adopté lors de sa séance hebdomadaire ce matin 3 arrêtés qui concernent le parc naturel de la mer de Corail, des arrêtés sur la protection de la totalité des récifs les plus précieux, sur les plans d'action de préservation et sur l'encadrement du tourisme professionnel. Un dernier axe observé de très près par l'association Ensemble pour la planète qui avait lancé une pétition contre le tourisme de croisière dans le parc naturel et avait par la même occasion fustigé la décision du gouvernement d'accepter l'ouverture de l'archipel des Chesterfield au tourisme. Écoutez Didier Poidjaliwan, membre du gouvernement en charge de l'écologie et du développement durable. Pour l'heure, on n'a pas travaillé concrètement, mais en tous les cas, ce qu'on réfléchit déjà, c'est sur la partie accompagnement des observateurs embarqués. Donc les scientifiques, par exemple, ont proposé à ce qu'ils nous accompagnent, qu'ils accompagnent les touristes au moment de l'intervention. Donc c'est des petits bateaux. Hein. Donc le président, je crois, qu'a parlé de 13 à 200 passagers. Donc ce n'est pas des gros croisiéristes. Hein. Donc c'est en nombre limité, mais avec des conditions qui, eux, s'imposent déjà. Aujourd'hui, lorsqu'ils vont dans l'Antarctique ou dans d'autres secteurs sensibles, il y a toute une procédure avant de descendre à l'eau et ensuite une procédure au moment où ils reviennent dans le bateau. Donc il n'y a aucun prélèvement, il y a toute une procédure déjà mise en place. Nous ouvrons le dossier de la rédaction en revenant sur ce document appelé « Bilan partagé de l'accord de Nouméa », texte rédigé par le groupe de parole sur le chemin de l'avenir et qui complète la charte des valeurs calédoniennes. Bilan qui ravit certains et indigne d'autres, c'est l'œil de la rédaction. C'est au terme d'une 12e et dernière réunion que le groupe de dialogue a adopté un bilan politique partagé de l'accord de Nouméa, un document signé par les indépendantistes de l'UC, Daniel Goua, Rokomitan, Paul Néotine du Palika, Victor Tutugoro de l'UPM et les non-indépendantistes avec Philippe Gomes et Philippe Michel de Calédonie Ensemble et enfin Gaël Yano. Alors de quoi s'agit-il exactement? Explication avec Lindsay Wamo. Le bilan politique de l'accord de Nouméa pendu par le G7 se fait sur 4 points. Sur l'émancipation, la décolonisation et le droit à l'autodétermination, sur la gouvernance, sur le vivre ensemble et sur le rééquilibrage. La grande partie de ce document résume la situation actuelle de la Nouvelle-Calédonie qui découle de l'accord de Nouméa. Ainsi, sur le droit à l'autodétermination, par exemple, ce document pose clairement le changement de la revendication du droit autochtone à l'autodétermination vers un droit calédonien. Sur la gouvernance, le bilan présente la situation de souveraineté partagée entre l'État et la Nouvelle-Calédonie et la qualité d'associé de cette dernière dans l'exercice d'une compétence régalienne, celle des relations internationales. Finalement, selon ce bilan, le travail qu'il reste à faire sont sur le vivre ensemble et le rééquilibrage. Sur le vivre ensemble, les actions dans la prise en compte de l'identité kanak doivent être poursuivies et, je cite, permettre aux de jouer pleinement leur rôle. Sur le rééquilibrage, le bilan énonce que, hors financement des compétences régaliennes, les dotations de l'État représentent encore 30% des dépenses publiques, en particulier pour le logement social et l'éducation. Autre chantier à travailler selon ce bilan, le foncier.
Selon le G7, un travail de sécurisation des périmètres fonciers doit être fait, ainsi qu'une valorisation économique et sociale des terres coutumières. Suite à sa diffusion, les réactions étaient mitigées. Chez les signataires, le bilan est plutôt positif et y voit un texte à la hauteur des enjeux historiques. Calédonie Ensemble par communiqué déclare que ce document constitue une base essentielle aussi le dialogue entre indépendantistes et non-indépendantistes au lendemain du scrutin dans le cadre de la construction de notre destin commun. Pour l'UNI, le bilan de l'accord de Nouméa revêt une dimension politique et notamment sociétale d'une envergure exceptionnelle. Elle dénonce également les détracteurs du groupe. Les mêmes forces politiques locales trouveront toujours à redire pour cacher leur insuffisance, leur incurie et défendre leurs précarés et leurs privilèges. Tout ça dans le communiqué de l'UNI. Par contre, le texte indigne les partis politiques qui ont quitté le groupe de dialogue. Dans les colonnes de nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes, Sonia Baquès y voit, je cite, un texte d'une pauvreté édifiante, creux, tiède. Le rassemblement par la voix de Virginie Ruffnack s'exclame que le document n'engage que ceux qui l'ont écrit. Fin de citation. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce dossier. Suite de notre feuilleton sur les activités proposées aux enfants pendant les vacances scolaires. Après la découverte en tribu, ce soir, nous sommes à Nouméa. Nous suivrons un atelier de hip-hop enseigné à des tout-petits, un sujet qui se passe de commentaires de Mathieu Le Barbier. Ça fait 1, tu tapes avec le pied gauche. 1, 2, le T, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 et 8. J'ai appris que dans le hip-hop, c'est une danse un peu libre, avec beaucoup de mouvements. J'ai trouvé que c'était bien, et puis j'ai bien aimé les pas de hip-hop parce que je ne connaissais pas. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi j'aime bien parce que ça permet d'approcher des petites bas âges, de comprendre leur mentalité, de vraiment leur apprendre pour trouver de la meilleure manière on puisse apprendre à des tout petits, des très jeunes. Ça me permet d'approcher et d'avoir plus de facilité avec les plus petits. Comme ça, comme j'ai plus de facilité avec les plus petits, forcément quand tu es plus grand, tu comprends plus vite. Du coup ça permet d'aller plus rapidement. C'est beaucoup hein. Mais là on va apprendre à décortiquer. Là on va vraiment prendre petit par petit. On va apprendre juste ça pour aujourd'hui. Ça va faire 1, 2. C'est important de voir les intervenants, comment ils sont avec le public, la pédagogie utilisée, voir s'ils sont à l'aise eux aussi et comment ils s'expriment avec eux. C'était trop bien et j'ai envie de recommencer demain. On a dansé, on a tout fait, on s'est éclaté. Et on applaudit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite après la météo, votre émission Bienvenue dans la bande, consacrée à la transplantation embryonnaire chez les bovins. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à vous.